Dans la première partie du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau entreprend une exploration conjecturale de la condition humaine à l'état de nature. Il rejette les visions spéculatives de ses contemporains sur les origines de l'homme, affirmant que les progrès limités de l'anatomie comparée et les observations incertaines des naturalistes rendent impossible toute description exacte. Plutôt que de chercher à expliquer ce qu'était l'homme dans un passé lointain, Rousseau se concentre sur une hypothèse: imaginer l'homme primitif tel qu'il aurait pu être, sans les artifices et les transformations imposées par la civilisation. Pour commencer, Rousseau décrit l'homme naturel comme un être autonome, peu dépendant des autres et vivant en parfaite adéquation avec son environnement. Physiquement, il est robuste, résilient et adapté à sa condition. Rousseau le décrit comme ceci: « Je le vois se ressaisissant sous un chêne, se désaltérant au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui lui a fourni son repas, et voilà ses besoins satisfaits. » Contrairement à l'homme civilisé, il ne ressent ni le besoin de confort matériel, ni celui d'accumulation. La terre, alors couverte de forêts immenses, lui offre tout ce qu'il lui faut pour survivre. L'homme naturel ne souffre pas des maladies qui affligent les sociétés organisées, telles que l'épuisement et les troubles causés par des excès alimentaires. Rousseau observe que plusieurs animaux infirmes ont des blessures considérables très bien cicatrisées, qui ont eu des os et même des membres rompus et repris sans un autre chirurgien que le temps. Cette observation sert à souligner la robustesse physique de l'homme naturel, qui, comme les animaux, guérit sans le recours à la médecine moderne. Pour Rousseau, cet homme naturel se distingue par la simplicité de ses besoins et l'absence de passions complexes. Ses désirs se limitent aux nécessités immédiates, la nourriture, une compagne et le repos. Il dit, je cite, « Les seuls biens qu'ils connaissent dans l'univers sont la nourriture, une femelle et le repos. Les seuls maux qu'ils craignent sont la douleur et la faim. » Contrairement à l'homme civilisé, l'homme primitif n'éprouve ni prévoyance ni ambition. Sa vie est régie par le moment présent et il ne développe aucune idée de propriété ou de compétition. En cela, Rousseau s'oppose aux théories de Hobbes, qui décrivaient l'état de nature comme une guerre perpétuelle de tous contre tous. Au contraire, Rousseau affirme que rien n'est si timide que l'homme dans l'état de nature, et qu'il est toujours tremblant et prêt à fuir au moindre bruit qui le frappe, au moindre mouvement qu'il aperçoit. Cette timidité naturelle, combinée à l'absence de désir complexe, réduit les conflits entre individus. Même dans les rares cas de confrontation, il suggère que le naturel est suffisamment robuste et ingénieux pour survivre. Rousseau dit, je cite, « Mettez un ours ou un loup aux prises avec un sauvage robuste, agile, courageux, comme ils sont tous, armé de pierres et d'un bâton, et vous verrez que le péril sera tout au moins réciproque. » Un des éléments centraux de cette première partie est la reconnaissance par Rousseau de la pitié naturelle comme principe fondamental de l'état de nature. Selon lui, cette disposition naturelle adoucit l'amour-propre et préserve l'harmonie entre les individus. Comme il dit, c'est elle qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir. C'est elle qui, dans l'état de nature, tient lieu de loi, de mœurs et de vertu. La pitié, affirme-t-il, est une force instinctive, présente même chez les animaux, qui montre leur répugnance à infliger des souffrances inutiles. Par exemple, Rousseau évoque les tristes mugissements du bétail entrant dans une boucherie, pour souligner l'universalité de ce sentiment. Rousseau conclut que l'inégalité, telle qu'elle est perçue dans la société, n'a aucune prise dans l'état de nature. Dans ce cadre primitif, les différences physiques ou intellectuelles n'ont aucun impact sur les relations entre individus. Il dit, je cite, « Là où il n'y a point d'amour, de quoi servira la beauté? Que sert l'esprit à des gens qui ne parlent point, et la ruse à ceux qui n'ont point d'affaires? » L'absence de propriété et de hiérarchie rend impossible toute forme de domination ou d'oppression durable. Rousseau affirme « Si l'on me chasse d'un arbre, j'en suis quitte pour aller à un autre. Si l'on me tourmente dans un lieu, qui m'empêchera de passer ailleurs ?» Cependant, cette simplicité de l'état de nature a aussi ses limites. Rousseau souligne que l'homme primitif, sans langage ni communication, ne peut partager ses découvertes ni transmettre son savoir. Selon Rousseau, l'art périssait avec l'inventeur. Il n'y avait ni éducation ni progrès, les générations se multipliaient inutilement. Chaque individu repartait toujours de zéro, condamnant l'humanité à une stagnation éternelle. Rousseau illustre cette idée en décrivant les difficultés rencontrées par les premiers hommes pour apprivoiser des éléments essentiels comme le feu ou l'agriculture. Il dit, je cite, « Combien de fois ne l'ont-ils pas laissé éteindre avant que d'avoir acquis l'art de le reproduire ?» Enfin, Rousseau utilise cette description de l'état de nature pour critiquer la société moderne qu'il accuse d'avoir corrompu l'homme. Loin de le libérer, les institutions sociales l'ont enchaîné et aliéné. Selon Rousseau, en devenant sociable et esclave, il devient faible, craintif, rampant, et sa manière de vivre molle et efféminée achève d'énerver à la fois sa force et son courage. Rousseau conclut que l'inégalité naturelle est amplifiée par les institutions sociales qui exacerbent les différences physiques et intellectuelles à travers l'éducation et les conditions de vie.
Pour conclure, Rousseau brosse ici un tableau riche et détaillé de l'état de nature, contrastant fortement avec l'homme civilisé. Il le présente comme un état de liberté et d'harmonie, marqué par une simplicité qui protège l'homme des excès de la civilisation. Dans la seconde partie, Rousseau examine le passage de l'état de nature à l'état social. Il analyse comment la société, à travers l'établissement de la propriété et des institutions, a transformé l'homme originel, engendrant des inégalités et corrompant sa condition naturelle. Rousseau commence par dénoncer l'acte fondateur de la société civile, la revendication de la propriété. Il écrit sa célèbre phrase « Le premier qui, en enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Cet acte d'appropriation marque une rupture avec l'état de nature, où la terre et ses fruits appartenaient à tous. Selon Rousseau, si quelqu'un avait dénoncé cet imposteur et rappelé à ses semblables que « les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne », l'humanité aurait évité les crimes, les guerres et les misères engendrées par l'institution de la propriété. Cependant, cette transformation ne s'est pas faite instantanément. L'idée de propriété est le fruit d'un long processus exigeant bien des progrès, acquérir bien de l'industrie et des lumières, les transmettre et les augmenter d'âge en âge. Ce développement marque la fin de l'état nature à l'entrée dans un monde où les hommes, motivés par des désirs artificiels, commencent à se comparer les uns aux autres. Dans sa description de l'homme primitif, Rousseau souligne que ses besoins étaient simples, se nourrir, se reproduire et se protéger. La faim, le froid et les dangers naturels étaient ses principales préoccupations. Il écrit « La faim, d'autres appétits lui faisant éprouver tour à tour diverses manières d'exister, il y eut une qui l'invita à perpétuer son espèce. » Cependant, ces relations étaient purement instinctives et dépourvues d'attachement affectif. Le besoin satisfait les deux sexes ne se reconnaissant plus, et l'enfant même n'était plus rien à la mère, sitôt qu'il pouvait se passer d'elle. L'homme primitif, bien que vulnérable face aux éléments et aux prédateurs, s'adapta en développant des outils rudimentaires et en apprenant à se défendre. Rousseau dit, je cite, « Les armes naturelles qui sont les branches d'arbres et les pierres se trouvèrent bientôt sous sa main. » Ces premiers progrès techniques dictés par la nécessité augmentèrent sa supériorité sur les autres animaux et commencèrent à distinguer les individus par leur force et leur habileté. Avec l'accroissement de la population et la sédentarisation progressive, l'homme développa des outils plus perfectionnés et des habitations rudimentaires. On trouva quelques sortes de haches, de pierres dures et tranchantes qui servirent à couper du bois, creuser la terre et faire des huttes de branchage, dit Rousseau. Ce fut l'époque de la première révolution marquée par l'établissement des familles et la naissance des sentiments comme l'amour conjugal et paternel. Rousseau dit, je cite, « L'habitude de vivre ensemble fit naître les plus doux sentiments qui soient connus des hommes. » Or, cette évolution engendra de nouvelles inégalités. Les hommes commencèrent à se comparer. On s'accoutume à considérer différents objets et à faire des comparaisons. On acquiert insensiblement des idées de mérite et de beauté, dit-il. La jalousie et la rivalité émergèrent, introduisant la vanité et le mépris, de l'autre la honte et l'envie, dit Rousseau. La découverte de l'agriculture et de la métallurgie marque une étape décisive dans l'histoire humaine. Ces innovations, bien qu'utiles, furent également à l'origine de l'inégalité institutionnalisée. Rousseau écrit « La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention produisit cette grande révolution. Ces progrès techniques nécessitèrent le partage des terres et consolidèrent la propriété privée. » Rousseau ajoute « De la culture des terres s'ensuivit nécessairement leur partage, et de la propriété une fois reconnue, les premières règles de justice. » Rousseau critique cet état de fait, affirmant que la propriété crée une dépendance mutuelle qui détruit l'autonomie de l'homme. Il affirme « De libre et indépendant qu'était auparavant l'homme, le voilà par une multitude de nouveaux besoins, assujetti pour ainsi dire à toute la nature et surtout à ses semblables. » Pour protéger leurs possessions, les riches manipulèrent les pauvres en proposant un pacte social qui prétendait garantir la justice et l'égalité. Rousseau décrit cette ruse. « Unissons-nous, leur dit-il, pour garantir de l'oppression les faibles, contenir les ambitieux et assurer à chacun la possession de ce qui lui appartient. » En réalité, ce pacte servait à détruire sans retour la liberté naturelle, fixer pour jamais la loi de la propriété et de l'inégalité, dit Rousseau. Les institutions politiques, bien qu'issues de cette manipulation, devinrent rapidement nécessaires pour contenir les conflits grandissants. Cependant, leur mise en place renforça les inégalités et inaugura une hiérarchie entre les riches et les pauvres, les puissants et les faibles. Rousseau conclut en montrant que le développement des origines mène inévitablement au despotisme. Lorsque la liberté disparaît et que l'inégalité atteint son apogée, les sociétés s'effondrent sous le poids de leur corruption. Il écrit « Le despotisme, élevant par degrés sa tête hideuse, parvient enfin à fouler aux pieds les lois et le peuple et à s'établir sur les ruines de la République. Dans cet état, l'homme perd tout sens moral et ne vit plus que pour satisfaire ses passions. Tout devient factice et joué, honneur, amitié et vertu, et souvent jusqu'au vice même, dit-il.
Pour conclure, Rousseau dépeint une vision pessimiste mais lucide de l'évolution humaine. Il démontre que l'inégalité n'est pas naturelle mais résulte des institutions et des lois créées pour protéger la propriété. Alors que l'état de nature était marqué par l'égalité et la liberté, l'état social avec ses lois et ses hiérarchies a corrompu l'homme, le rendant esclave de ses désirs artificiels et des jugements d'autrui.